Vous écoutez IDFM, il est 21h. IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes et à tous et encore bonne année pour ceux qui n'étaient pas là. Les 2 semaines précédentes, on va travailler un peu ce soir. Ça vous fait peur ? Non, je pense pas que ça vous fasse peur. On va travailler avec Carole Anne Eskenazi, avec son dernier roman, on peut dire, de développement personnel, paru aux éditions Erol, les 12 travaux d'Émeraude Kelly qui voulait changer sa vie. On va tout de suite l'accueillir, elle est dans les studios. Bonsoir Carole Anne Eskenazi. Bonsoir Joël. Bonsoir. Alors vous êtes toute jeune, mais vous avez déjà publié en 2012 Ma Balance et moi, oui. En 2013 La méthode du héros, en 2015 Extrasystole. Vous êtes en train de travailler sur une saga dont vous allez nous parler, et là vous venez de publier chez Erol les 12 travaux d'Émeraude Kelly qui voulait changer sa vie. Absolument, c'est mon premier roman. Et vous faites une saga, vous êtes en train de travailler sur une saga ? Oui, je suis en train de travailler sur une saga avec l'Union pour l'enfance. C'est un projet qui a vu le jour il y a 3 ans maintenant, et c'est un grand projet éditorial qui se passe sur 5 années, à raison d'une publication par an. Et donc, c'est un travail que je fais en collaboration avec l'Union pour l'enfance. On a décidé de créer ce projet pour expliquer un petit peu au grand public toutes les actions menées par l'Union pour l'enfance, qui est une association qui s'occupe d'enfants maltraités au sein de leur famille d'origine, et qui donc prend ces enfants et les place dans des foyers, puis dans des familles d'accueil. Et le principe de cette saga, c'est de présenter des ouvrages qui sont séparés en 2 parties. Une partie institutionnelle qui explique toutes les actions de l'Union pour l'enfance, et une partie fictive que je rédige moi, qui suis auteur, qui permet de s'identifier à des enfants, de créer des personnages qui permettent au grand public de vraiment entrer en empathie avec ces enfants placés. Alors on reviendra sur ces fameux personnages dignes de contes et de comment ça s'appelle, de films qu'on voyait quand on était enfant. Mais vous faites aussi des tarots. Oui, absolument. Je suis créatrice de tarots. Je suis un peu un couteau suisse. Et donc je travaille avec un éditeur italien qui s'appelle Lo Scarabeo. Mon premier tarot est sorti en 2016. Il s'appelait le Cat Tarot, autrement dit le tarot des chats. Et le principe de ce tarot, qui est un tarot divinatoire, c'est pas un tarot pour jouer, c'est pas un jeu de société, c'est un tarot divinatoire. Le principe de ce jeu, c'était de présenter les plus grands héros de l'imaginaire collectif, de Harry Potter à Superman, en passant par Wonder Woman, Sissi impératrice ou Angélique marquise des anges, mais de les présenter sous forme de chats. Et donc le jeu est rempli de chats qui représentent nos plus grands héros de l'imaginaire collectif. On va revenir sur les chats un peu plus tard, mais il y a aussi le tarot de la nuit. Celui-là, il va sortir cette année. C'est une co-création avec une illustratrice qui s'appelle Alexandra Weback. C'est complètement autre chose. Il est très différent du tarot des chats. C'est une autre ambiance totalement. On est dans quelque chose de beaucoup plus romantique, beaucoup plus gothique et beaucoup plus féminin. Parce que de toute façon, les 2 créatrices sont féminines, donc c'est beaucoup plus féminin. Et celui-là, il va paraître en milieu d'année 2018. Alors, la fiche signalétique d'Émeraude. Elle s'appelle Kelly, elle a les cheveux roux, elle s'appelle Émeraude, elle a les yeux verts, c'est pour ça qu'elle s'appelle Émeraude. Son surnom, c'est Amy, elle fait 1m63, elle a 33 ans, 61 kilos, elle est assistante marketing pour la société du Lac. Elle s'occupe d'arrosoirs. Sa situation sentimentale, c'est néant. Son film préféré est Mary Poppins. Je suis en train de lire la 4e de couverture. Et son péché mignon, c'est le chocolat blanc. C'est signe particulier. Elle est née avec les yeux déjà verts, d'où son prénom. Et autre signe particulier, je déteste les robes et j'ai une tendance au vertige. Son credo dans la vie, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, ces 12 travaux d'Émeraude Kelly, c'est un livre qui se lit comme un roman, qui est un véritable conte de fées. Il est question d'Amy qui nous dit qu'elle a des problèmes avec de poids, donc ça doit revenir un peu avec votre livre que vous aviez fait en 2012, Ma Balance et moi. Oui, disons que ça s'appuie sur du vécu. Absolument. Du vécu. Absolument. Les complexes d'Amy, je peux complètement m'identifier à ces complexes, je les ai eus aussi. Bon, la rousseur, non. Non, la rousseur, non. J'ai la chevelure un peu lyonnesque, si on peut dire, mais je n'ai pas les cheveux roux.
Bon, cette rousseur, on la retrouve chez Amy, mais c'est chez son chat aussi. Oui. Et dans ce livre, vous dites que le chat, qui est présent dans vos tarots aussi, ce chat, on devrait l'avoir en prescription médicale. Absolument. Ça, je souscris absolument à cette idée-là. J'ai moi-même un chat, et c'est vrai que je trouve que ces animaux-là, spécialement ces animaux-là, les félins et particulièrement les chats, sont des êtres magiques, absolument magiques. D'abord parce qu'ils ont cette faculté de nous rasséréner, de nous calmer, de nous sécuriser, et ils sont tellement porteurs de beauté et de grâce dans le moindre de leurs gestes, le moindre de leurs mouvements, que c'est un tel régal des yeux et du cœur. Effectivement, je trouve que ce sont des animaux antidépresseurs qui devraient être remboursés par la sécurité sociale. Oui, puis il y a cette beauté du geste, mais aussi il y a ce toucher. Ils sont doux comme de la soie. Ils sont un peu, ils ont un poil tellement, enfin ça dépend des chats, mais en général ils ont quand même un poil tellement doux. Et puis il y a le ronron qui est très thérapeutique aussi pour les sens. C'est tellement agréable d'avoir un chat qui ronronne sur soi. Et ce que j'aime aussi chez les chats, c'est ce mélange dans leur caractère. Il y a cette grâce, cette beauté, cette douceur du poil, ce côté un peu nonchalant du chat. Et en même temps, ce sont des animaux qui sont extrêmement indépendants et à qui il faut pas non plus chercher des poux, parce qu'ils sont quand même capables de mettre un coup de griffe si on vient trop les embêter. Et ça, c'est quelque chose que j'adore chez eux. Vraiment, j'aime tous ces contrastes qu'il y a dans le chat. J'adore ça. Alors, si on vient les embêter ou si on ne vient pas les embêter, puisque c'est ce qui arrivera à Émeraude Kelly, à Amy, donc le chat, c'est quand même un félin, donc il y a aussi cette odeur, finalement. On vit un peu dans une cage de fauve. C'est vrai, il faut aimer l'odeur des félins. Il y a rien à faire quand on a un chat chez soi, même si ça sent le chat, ça sent le fauve, enfin ça sent. Oui. Alors c'est vrai que j'ai jamais réfléchi tellement à ce pendant de la question. Ça sent un petit peu autour de la litière, mais sinon à part la litière, il y a pas grand-chose qui. Au contraire, le chat, il a pas tellement un poil qui sent, contrairement au chien. Au chien mouillé. Ah oui, le chien mouillé, ça c'est terrible. Ça ravage un salon, ça, le chien mouillé. Tandis que le chat, finalement, il y a sa litière qui sent un peu la litière, mais hormis ça, le chat, lui, en tant que tel, sa peau, si j'ose dire, son poil ne sent rien, ou plutôt ça sent bon. Moi, je sais que je mets le nez dans le pelage de ma petite câline, et c'est que du bonheur. J'adore ça. Alors, si on oublie de changer la litière, par contre, on se rend compte très très bien qu'ils font partie des félins. Alors, cette petite Émeraude Kelly, surnommée Amy, elle fait un complexe d'infériorité par rapport à une copine qu'elle avait au collège, une fameuse Castine Bell, qui elle a tout réussi. Tout réussi. Et donc quand Amy compare sa vie à celle de son amie, forcément elle se sent complètement dévalorisée, parce qu'elle s'aperçoit qu'au même âge, et surtout avec une fille qu'elle a connue, elles étaient dans la même classe, et à ce moment-là, on pouvait se dire qu'elles étaient à égalité de chance, que ça pouvait se passer aussi bien pour l'une et pour l'autre. Et finalement, Amy a 33 ans, elle se dit, voilà, j'ai cette nénette que j'ai connue personnellement, qui a tout réussi, qui remporte des victoires, qui est célébrée à Hollywood, qui sort avec un type ultra connu, ultra glamour. Et moi, en attendant, qu'est-ce que je fais? Je travaille dans une entreprise qui fabrique des arrosoirs, ce qui quand même n'est pas super glamour sur le papier. Et puis j'ai des kilos en trop. Et puis moi, le prince charmant, je l'attends toujours. Il a encore pas montré le bout de son museau. Donc, c'est un peu la loose. Et c'est le constat que Amy fait au début du roman. En plus, elle a pas de chance parce qu'elle vient d'une famille un peu aristocratique où elle a quand même vécu dans sa jeunesse dans un château. Ce château va être mis en vente, ce fameux Parmeline. C'est pour ça que c'est un peu un conte de fées, votre livre. Donc ce château va être mis en vente, et ça, elle a beaucoup de mal à... Ça lui brise le cœur. Ça lui brise vraiment le cœur, parce que, comme vous dites, elle a eu une enfance de conte de fées, en plus dans un château. Quelle petite fille ne rêve pas d'avoir une enfance comme une princesse dans un beau château? Et elle a connu ça, elle a connu cette enfance, et puis pour des raisons financières, la famille ne peut pas garder ce château, ils envisagent de le vendre. D'ailleurs, il tombe un peu, non pas en ruine, mais enfin, il est quand même un peu décrépit par rapport à ce que Amy a connu dans son enfance. Et vraiment, ça lui brise le cœur. C'est comme si une partie d'elle-même était amputée avec la vente de ce château. Alors, elle a aussi grandi avec les dessins animés. Elle allait, pour ceux qui nous écoutent, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs, au Grand Rex, avec la féerie des eaux. Absolument. Ça s'est arrêté, ça. Je crois que ça n'existe plus. Non, je crois que ça continue. Je crois qu'il y a toujours la féerie des eaux, il me semble. Je sais pas si c'est pour le dernier Disney ou pour celui de l'année dernière, mais j'avais vu
au Grand Rex, il continue d'y avoir la féerie des eaux. Et il y a toujours ce plafond étoilé avec... Absolument. Ce serait scandaleux. Il faudrait faire une pétition si jamais ils enlevaient ça au Rex. C'est pas possible. Il faut que ça continue, ça. Alors, elle allait voir un tas de dessins animés dont son actrice, ou tout du moins son dessin animé qu'elle préférait, c'était Mary Poppins. Pratiquement parfaite en tout point, Mary Poppins. Mm-hmm. C'est aussi votre idole? Non, c'est pas mon film préféré. J'aime énormément ce personnage de Mary Poppins, mais surtout tel que Disney l'a représenté, parce que j'avais lu les bouquins de Travers et je l'aimais moins dans les livres. Je trouvais qu'elle était beaucoup trop victorienne, beaucoup trop autoritaire. Alors que dans le film de Disney, elle est porteuse de toute cette magie et de tout cet imaginaire qui est tellement cher à Disney. Donc j'aime mieux la version Disney. Mais c'est vrai que c'est une héroïne que j'aime énormément parce qu'elle concilie à la fois la discipline et la rigueur, et en même temps l'imaginaire, les paillettes et la magie. Et je pense qu'elle m'a énormément influencée. Et je dois avoir un petit peu ces deux facettes aussi, moi, dans ma personnalité. Alors, dans le livre, justement, Amy va rencontrer une coach en imaginaire, une certaine Maude Perrin, qui va lui proposer d'entreprendre des travaux, 12 travaux, comme les travaux d'Hercule, et 12 travaux qui vont se faire sur 12 semaines. Voilà. C'est important. Pourquoi avoir choisi 12 semaines? À cause des 12 travaux? Oui, puis parce que je voulais pas non plus trop dilater le temps. Il fallait quand même que ça reste assez condensé, de manière à ce que ça continue de passionner le lecteur. Ça pouvait pas se faire sur 12 mois. Ça me paraissait un peu difficile de tellement... C'est trop long. Oui, c'est ça. Ça étendait trop l'intrigue. Et puis ensuite, parce que il me semble que pour que ce soit efficace, il fallait vraiment qu'à un moment, Amy se mette au travail. Et que le challenge qu'elle ait à relever soit véritablement un très grand challenge. Et le fait d'avoir un travail à réaliser par semaine, là, c'est vraiment du boulot. Elle peut pas le faire en dilettante. Elle avait pas trop envie de se mettre au travail. Maud, elle dit c'est trop difficile. Elle dit j'arriverai pas, c'est trop contraignant, d'autant plus qu'il faut que je m'y intéresse corps et âme. Ça ne marchera vraiment que si je m'active. Je ne suis pas sûre d'en avoir l'énergie. Aujourd'hui, finalement, ma vie n'est pas si mal. J'ai quand même réussi à trouver un équilibre. Cette histoire de travaux, c'est au-dessus de mes forces. Elle hésite, quand même. Ah oui, elle procrastine et puis elle se donne des tas de raisons. Et voilà, des tas de raisons, de prétextes pour ne pas y aller parce qu'elle a peur. Parce que ça va tout d'un coup l'obliger à sortir de sa zone de confort et que même s'il y a beaucoup de frustration et de rêves non aboutis dans sa vie, malgré tout, c'est quelque chose de sécurisant. Et tout d'un coup, il va falloir faire exploser tout ça. Et puis aller sur le champ de bataille et se battre vraiment, forcément, ça flanque un peu la pétoche. Donc, elle va se retrouver cette fameuse coach en imaginaire, Maude Perrin, qui, elle, est une femme d'un certain âge, qui va toutes les semaines lui donner un travail à faire, enfin, lui faire un travail. On va juste parler de la baguette magique, ça c'est important. Elle lui propose, c'est pas un travail du début, on va pas énumérer les 12 travaux parce que c'est intéressant de les découvrir, de cette baguette magique. Oui, alors c'est à l'occasion du premier travail qu'elle donne à Émeraude. Elle lui explique que pour réaliser ce travail, elle va avoir besoin d'un petit accessoire supplémentaire, ludique, qui va l'aider à mener à bien ce travail. Et ce travail consiste à justement visualiser son avenir de la plus belle des façons, comme si elle pouvait le créer avec une simple baguette magique. Et donc pour aider Émeraude à réaliser ce travail au mieux, elle lui offre une petite baguette en lui disant « Il faut vraiment que tu te mettes dans l'idée que cette baguette est magique et qu'elle peut t'aider à créer l'avenir de tes rêves, exactement tel que tes souhaits le souhaitent, l'attendent, le veulent. » Vous auriez dû en mettre une avec le livre. Oui, ça il faudra en parler à mon éditrice. Ouais, aux éditions Erol. Ça pourra se faire peut-être pour une prochaine réédition, on mettra la baguette avec. Ouais, ce serait sympa. Je précise que le livre a été achevé d'imprimer à Daumont, dans le 95, pour ceux qui nous écoutent, pas très loin d'ici. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a une imprimerie à Daumont qui édite les 12 travaux d'Émeraude Kelly. Donc cette baguette magique, et elle lui fait aussi ce travail où il faudrait qu'elle s'imagine, Amy, 10 ans plus tard, 5 ans plus tard, puis 2 ans plus tard. Si vous pouvez développer un peu, parce que c'est important, ça, je pense que c'est vraiment important dans le livre.
C'est ce même travail, celui pour lequel elle lui a donné la baguette magique. Et le but, c'est effectivement d'abord de se projeter dans 10 ans et d'imaginer comme s'il n'y avait aucune impossibilité, comme s'il n'y avait aucune limite, comme si vraiment tout était réalisable, sans aucun problème, grâce à une baguette magique. Donc Amy se projette d'abord 10 ans plus tard et elle pose les jalons de l'avenir le plus parfait possible. Et puis ensuite, elle fait le même exercice, mais à 5 ans. Donc là, on est quand même beaucoup plus proche dans le temps. Et ensuite, elle refait cet exercice à 2 ans seulement. Et le fait de le faire de cette façon-là, ça permet forcément à l'esprit et au mental de commencer à trouver quelles actions vont devoir être réalisées pour parvenir dans 10 ans à ce futur tellement superbe et tellement sublime. On va faire une pause musicale et là on va rendre hommage à une personne qui nous a quittés aujourd'hui. Vous connaissez son nom? Oui, Dolores O'Riordan. D'accord, je pense que pour la plupart ça nous dit rien, comme moi ça me disait rien, mais par contre si vous entendez la chanson ça va vous dire quelque chose. IDFM 98 de la bande FM, seconde partie de cette Au-delà du miroir avec Carole Anne Eskenazi. Cette musique, vous l'aviez entendue quand vous aviez 15 ans? Je l'avais entendue quand j'avais 15 ans et j'avoue un peu platement que la première fois que je l'ai entendue, j'avais été un peu choquée par la voix de la chanteuse. C'était tellement inhabituel. Enfin, ce qu'elle faisait là pendant le refrain était tellement inhabituel. Moi, ça m'avait choquée. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle fait, cette chanteuse? On dirait presque une chèvre où elle braille. Enfin, c'est très très étonnant. Et après, évidemment, quand j'ai réécouté cette chanson, je l'ai adorée parce qu'elle a quelque chose de très envoûtant, de très addictif. Et donc après, voilà, je me suis habituée à la chanson. C'est vrai que la première fois, c'était spécial. On dit que ça ressemble un peu à Kate Bush. Absolument. Alors, donc, elle nous a quittés. C'est pour ça qu'on vous a mis la chanson en entier. Tout le monde la connaît finalement, cette chanson-là. Le groupe. Oui, les Cranberries. Eh ben, on va parler de musique. Donc, un des travaux que lui donne le coach, c'est de bouger un peu et de danser. Et donc, elle danse sur des musiques elle aimerait bien danser sur Katy Perry. Oui, elle adore Katy Perry. Emeraude Kelly, elle est fan de Katy Perry. C'est vraiment sa chanteuse préférée. Elle la trouve formidable. Elle se reconnaît dans cet univers très coloré que véhicule cette chanteuse. Et elle aimerait bien lui ressembler. Enfin, c'est vraiment sa chanteuse préférée. Et le travail qu'à un moment Maud va lui donner, c'est effectivement de bouger son corps. Et Emeraude décide de le faire sur Beyoncé, parce que Beyoncé aussi, ça remue bien. Ça déménage bien, ça permet de shaker son booty pas mal du tout. Beyoncé ou Katy Perry, les deux, c'est girl power en plus. Donc ça convient bien à notre petite Amy, qui recherche tellement la confiance en soi. Ça lui va bien de se trémousser avec des chanteuses comme ça. Toutes les deux, elles ont fait le même morceau, Firework? Non, Firework, c'est Katy Perry. D'accord, ok. Alors, donc cette Amy qui voulait changer sa vie se retrouve toutes les semaines à faire son projet. Ça, c'est vraiment un conte de fées, ce livre. Et elle rencontre un homme qui s'appelle Lancelot du Lac. Oui, c'est son boss, c'est son nouveau boss. Parce qu'elle travaille dans une entreprise qui fabrique des arrosoirs et le patron, c'est un vieux monsieur qui à un moment va prendre sa retraite et au malheur, il va être remplacé par son fils qui est une espèce de péteux arrogant, détestable, assez beau gosse mais tout à fait désagréable et pas du tout sympa avec les employés. Il les prend de haut, il est hautain, distant, méprisant, désagréable et elle ne l'aime pas du tout. Puis en plus, il a un nom et un prénom. En plus, il a un nom, voilà, qui le précède d'1 quart d'heure dans chaque pièce dans laquelle il rentre. Forcément, Lancelot du Lac. On se demande si ses parents lui en voulaient quand il était petit de l'avoir appelé comme ça. Et c'est très drôle. Et j'avais vraiment envie d'avoir ce personnage-là parce que je me suis dit, mais si vraiment il y a un type dans la vraie vie qui s'appelle Lancelot du Lac, mais sa vie doit être un enfer parce qu'on doit lui faire cette blague-là, mais à tour de bras et tout le temps. Donc ça m'amusait beaucoup.
Alors, elle a aussi une chef de bureau, Henrietta. Henrietta, qui est une vraie peste blonde, vraiment qui est une peau de vache absolue et qui en plus a un peu émeraude dans le pif, on sait pas trop pourquoi, donc elle est tout le temps sur son dos. Elle est tout le temps en train de la reprendre, elle est tout le temps en train de vérifier tout ce que fait Émeraude et elle fait de la vie professionnelle de notre petite héroïne un semi-enfer. Elle a aussi un tas d'amis qui s'appellent les Fantastiques. Ah oui, les quatre Fantastiques. Ils sont 5 en total ou ils sont 4? Non, ils sont 4 au total et ce sont vraiment des piliers importants de sa vie. Parce que grâce à eux, elle peut avoir des soupapes, des moments de respiration, de complicité, de rire et d'échange. Il y a Andy, qui est prof de fitness. Il y a sa copine Marjorie, qui elle travaille dans un palace dans le 16e. Et puis il y a Nina, qui est décoratrice. Et ils se rencontrent tous les 4 assez fréquemment et ils partagent leur vie, leurs déboires, leurs victoires, tout ce qui fait leur quotidien. Alors, à un moment, elle dit que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Alors, oui. Cette phrase, elle savait pas de qui c'était, mais à la rigueur, on pourrait la retrouver sur Internet, parce que il suffit de la taper, on va savoir de qui c'est. Vous avez cherché ou pas? En fait, ce qu'il y a, c'est que pour ce chapitre-là, parce qu'à un moment, Émeraude doit réfléchir sur la beauté féminine et surtout, elle doit réfléchir à la façon dont les hommes perçoivent la beauté féminine, parce que très souvent, les femmes se prennent la tête sur leur poids, parce qu'elles ont une idée préconçue des goûts des hommes. Elles pensent que les hommes vont préférer les nanas hyper minces, hyper fermes, hyper gymniques, correspondant exactement aux mannequins qu'on voit dans les médias. Et en fait, à un moment, Émeraude va aller questionner les hommes pour vérifier si ce que nous, les femmes, on pense des goûts des hommes, c'est vraiment leur goût, si c'est vraiment ça que les hommes préfèrent. Et elle va s'apercevoir, aux surprises, que les hommes ne sont pas forcément tellement fascinés par les nanas squelettiques toutes maigres et qui font un petit 36 après les fêtes. Et du coup, pour les besoins de ce chapitre-là, moi-même, en tant qu'auteur, j'ai fait ma propre enquête. Et donc, j'ai interrogé des hommes autour de moi en leur disant, voilà, je suis en train d'écrire un roman. Pour les besoins de ce roman, j'ai une héroïne qui s'interroge sur la beauté féminine et je voudrais te demander, à toi aussi, ce que tu penses de la beauté féminine. Est-ce que tu crois qu'une femme doit être toute mince ou bien est-ce que tu aimes plutôt les rondeurs? Et c'est là que je me suis aperçue moi-même, et ensuite je l'ai transposé à mon héroïne, mais je me suis aperçue que les goûts des hommes sont loin d'être ce qu'on pense qu'ils sont. Et que les hommes, souvent, ils préfèrent les femmes bien en chair. Et au-delà de ça, les hommes ne sont pas si focus sur le physique, alors que nous, on pense tout le temps que si on n'est pas hyper bombesque tout le temps, les hommes ne vont pas s'intéresser à nous. Et en fait, je pense que c'est un des hommes que j'ai interrogé qui m'a dit cette phrase-là, qui m'a dit « mais la beauté est dans l'œil de celui qui regarde » et finalement, c'est pas que le physique qui fait... Alors évidemment, si une nana est absolument affreuse, épouvantable et qu'elle se laisse aller, on va peut-être pas la regarder. Mais la beauté plastique ne fait pas tout. Ce qui est irrésistible chez une femme, c'est son charme, c'est sa personnalité, ce qui se dégage d'unique d'elle et pas seulement son tour de taille. Alors on a 2 possibilités, où ça serait Oscar Wilde, ou ça serait un proverbe anglais qui viendrait de William Shakespeare. Donc on a déjà les 2. De toute façon, ça vient du côté des Anglais. Cette phrase, cette citation, que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. D'ailleurs, la beauté, à chaque chapitre, vous changez de couleur de vernis à ongles. Oui. Absolument. Et là, vous arrivez avec des ongles qui sont pas peints. Ah mais oui, parce que je ne suis pas Émeraude. Je ne suis pas Émeraude, mais ça me plaisait beaucoup qu'il y ait une héroïne et que son humeur, son humeur se traduise dans la couleur de son vernis. Je trouvais ça très drôle et puis en même temps très visuel. C'était un petit élément très visuel qui fait que sa personnalité se prolonge jusque dans ses ongles et que selon la couleur du vernis, effectivement, soit ça va être un gris terne parce que ce jour-là elle est dans un mauvais mood, soit ça va être au contraire un orange dynamique, pétulant, pétillant, formidable. Ça, je trouvais ça très très drôle d'ajouter ce petit gimmick. Alors on va faire la deuxième pause, c'est un peu tôt, donc quels sont les retours de vos lecteurs? Vous avez créé une page, les 12 travaux de Kelly, quelque part, et quels sont les retours de ceux qui ont lu ce livre? Les retours, ce qui revient le plus souvent, c'est qu'on me dit que ce livre est magique. Alors évidemment, moi, ça me fait, c'est un plaisir inouï pour un auteur quand on vous dit que votre livre est magique. Et c'est vrai que les lecteurs me disent, ce livre, il fait qu'on se sent bien. Il y a quelque chose de complètement féerique qui se dégage de ce livre.
on a l'impression en le lisant que tout devient possible, qu'il n'y a plus de limites et que vraiment on peut nous aussi transformer notre vie et en faire un conte de fées. C'est le mot magique qui revient le plus souvent. Et comme c'était mon objectif, moi c'est vraiment ça que j'ai essayé de placer dans ce livre, c'est ce que j'avais à cœur de transmettre, que oui, la réalité peut être plus exaltante que le plus exaltant des contes, et que oui, on peut absolument vivre en se disant « il était une fois » et on va vivre heureux jusqu'à la fin des temps, j'y crois mordicus, et c'est vraiment ce que j'avais envie de mettre dans ce livre. Donc forcément, quand on me dit que c'est ça qui est ressenti à la lecture, on fait une auteure heureuse. Alors j'aurais aimé qu'ils vous disent ça une fois d'avoir fait le cahier pratique qui se trouve à la fin du livre, où on peut mettre en action les 12 travaux. Oui. S'ils avaient pu vous dire, en ayant fini les 12 travaux, qu'il était magique, ça aurait été encore un plus. Mais ça va venir. Le livre est encore trop jeune. Je pense qu'il est sorti il y a trop peu de temps pour que les lecteurs aient eu le temps de complètement finir la partie pratique du livre, puisqu'effectivement, à la fin, en accord avec mon éditrice, on a décidé d'ajouter ce petit cahier pratique qui permet au lecteur d'appliquer à lui-même les 12 travaux d'Émeraude, de continuer dans la vraie vie ce qui est proposé dans le livre et d'en vérifier l'efficacité. Alors, sur 12 semaines, et c'est important, parce qu'on aurait tendance à se dire qu'on peut griller les étapes. Qu'on peut griller les étapes, ou au contraire qu'on a du temps devant soi et donc on va laisser le truc couler. Et tout puis on n'a pas Maud Perrin. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas tous une Maud Perrin sous le coude qui permet de chapeauter l'ensemble. Mais moi, je m'étais posé la question si on pouvait pas, pour ceux que ça intéresse, le faire à deux, par exemple, comme avec le livre du Tao, c'est-à-dire faire ça avec une amie et s'obliger à se donner des résultats, se rencontrer une fois par semaine. Ah, bien sûr. Ça serait un peu le mot de Perrin de chacune des deux. Oui, c'est ça. Et puis, ça poursuivrait un petit peu ce que fait Émeraude Kelly avec ses 4 fantastiques, de se créer un espace qui soit un espace d'échange, de complicité et d'interaction avec quelqu'un de proche, un meilleur ami ou enfin quelqu'un qui nous connaît vraiment bien, et de se donner ce défi. Voilà, avec cette personne-là, de se dire, écoute, pendant 12 semaines, on va s'accompagner l'un l'autre, et puis on va se lancer ces défis. Et même pour la petite histoire, parce que du coup, ça m'y fait penser. En fait, la genèse des 12 travaux d'Émeraude Kelly, c'est qu'il y a quelques années, j'avais entamé mes 12 travaux à moi. En fait, j'étais à un moment de ma vie où, spécialement, j'attendais le grand amour. Il est arrivé depuis. Mais j'attendais vraiment le grand amour et je me lamentais de ne pas le voir arriver. Et à ce moment-là, mon meilleur ami, qui s'appelle Christophe, m'a dit, écoute, moi, j'en ai assez de t'entendre dépérir et te languir après le grand amour. Donc voilà ce qu'on va faire. Je vais te lancer un grand défi. Je vais te lancer 12 travaux, parce que je te connais bien, parce que je sais comment tu fonctionnes, je sais quels sont tes idéaux, je sais quelles sont tes quêtes. Et donc, je vais t'aider à réfléchir à cette histoire du grand amour, et comme ça, je pense que ça t'aidera à trouver chaussure à ton pied. Et donc, on a fait ça pendant 12 semaines. Il m'a lancé effectivement des défis qui n'étaient pas ceux du roman, qui n'avaient pas, parce que on n'était pas dans l'imaginaire, etc. Il m'a vraiment lancé des défis qui avaient à voir avec la quête du grand amour et qui avait surtout à voir avec ma vision à moi du grand amour, comment moi je l'envisageais et peut-être quels étaient les idéaux qu'il fallait un petit peu que je détricote pour arriver à, dans la vraie vie, trouver quelqu'un qui me corresponde. Et on a fait ce travail ensemble pendant 12 semaines et je dois dire que quelques mois plus tard, j'ai rencontré l'homme qui partage aujourd'hui ma vie. Donc les 12 travaux que j'ai fait avec mon meilleur ami ont été efficaces et je pense qu'ils ont été le préambule aux 12 travaux d'Émeraude Kelly. Donc c'est votre coach de l'imaginaire là. Votre coach c'était donc Christophe Perrin. Oui, c'est un peu ça. C'est ça. C'était un peu Christophe Perrin. Il me connaissait bien. C'est ça. On était amis depuis tellement longtemps, depuis 20 ans. Il me connaissait vraiment sur le bout des doigts et il savait quel questionnement il pouvait amener doucement pour que je me remette un petit peu en question et que je permettre à l'amour de rentrer dans ma vie, en fait. Et est-ce qu'il avait utilisé donc tout un tas de personnages de dessins animés aussi ? Non, ça c'est votre création personnelle. Ça c'est ma création. C'est juste au moment où j'ai eu l'idée de ce roman, je me suis souvenue de cette aventure que j'avais moi-même vécue et c'est ce qui m'a donné l'idée de partir de 12 travaux. Après, les outils qui sont proposés par Maud sont des outils qui s'apparentent beaucoup plus au coaching et là j'ai fait appel à mon expérience à moi dans le développement personnel. Oui, par exemple, le 8e travail d'Émeraude Kelly, il faut qu'elle mène l'enquête.
consiste en 2 exercices pour sa semaine, se transformer en Sherlock Holmes et en Lois Lane. Donc on n'en dira pas plus, mais c'est voilà, elle doit faire des travaux en fonction de personnages de bande dessinée. Donc elle va se transformer en Cendrillon, elle va se transformer en Petit Poucet, en Peter Pan, Arthur. C'est-à-dire que Maud est coach en imaginaire. Donc sa méthode à elle, c'est d'accompagner les gens vers l'atteinte de leurs objectifs en proposant des outils qui s'appuient sur des éléments tirés de l'imaginaire. Donc des héros ou des contes ou des films ou des romans, des choses que tout le monde connaît et auxquelles on peut tous plus ou moins s'identifier. Et effectivement, les héros dont elle parle sont des héros qu'on a tous dans notre inconscient collectif, comme Harry Potter ou comme Marilyn Monroe ou comme la princesse. Ça je l'avais pas trop parce que c'est la princesse de dessin animé de Walt Disney, là, avec les derniers dessins animés. La princesse rebelle, Mérida? Oui, moi je connais pas. C'est plus de mon époque, donc j'ai pas été voir ça. C'était une jolie archère rousse. Ouais. Oui, très jolie, une princesse écossaise. Très très belle. Et les questions de tir à l'arc aussi dans le livre, intéressantes. On va faire la pause avec Katy Perry, donc Firework. Firework. Absolument. Et une des chansons préférées d'Amy. Allez, on va écouter ça. Dernière partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM. Alors, on vous a mis au travail, c'est normal, on est en début 2018, pour arriver à vivre ses rêves. Il faut travailler 12 travaux, les 12 travaux d'Émeraude Kelly, qui voulait changer sa vie aux éditions Erol. Un roman, pas initiatique, mais un roman, oui, qui nous plonge dans une traversée pour atteindre ses objectifs, de Carole Aneskenazi, ici dans les studios. Alors, il y avait quand même cette phrase que je voulais vous dire, parce que c'est assez amusant. Elle est là. Alors, c'est Amy qui entend donc Maud Perrin lui dire cette phrase. Je pense aussi que tous les manques finissent tôt ou tard par révéler leur origine afin d'être comblés. Et avant qu'elle ait eu le temps de la questionner sur le sens de cette question, Amy, la voici, Maud qui demande à Amy à ce propos, trouves-tu que l'amour de tes parents est légendaire et inusable? Alors on va pas répondre à la deuxième question, mais je vais vous demander pourquoi vous avez mis cette phrase. Je pense aussi que tous les manques finissent tôt ou tard par révéler leur origine afin d'être comblés. Parce que je crois que c'est exact, c'est absolument exact. Je pense que quand on a des manques et des frustrations, pour peu qu'on accepte de se pencher dessus et qu'on accepte un petit peu de les décortiquer, au fur et à mesure, ils finissent par expliquer quelle est leur source, d'où est-ce qu'ils arrivent et d'où est-ce qu'ils viennent, tous ces manques et toutes ces frustrations. Et je pense qu'en fait, le but, je ne sais pas si c'est un but, mais disons, certainement le sens d'un manque dans une vie, c'est de nous montrer vers quoi il faut qu'on se dirige pour être encore plus accompli et encore plus heureux et être encore une meilleure version de nous-mêmes. Ça, je le crois absolument. Alors, ce livre, il se termine par un petit additif où on peut faire ses travaux. Faut prendre un cahier, ça c'est sûr, quand on fait des exercices. Son courage à deux mains aussi. Ça donne envie. Moi, ce qui m'a bien plu, c'est que justement, je m'étais dit, je vais reprendre le livre chapitre par chapitre pour essayer de faire le travail toute seule. Mais non, le travail est déjà mâché puisqu'on a le cahier de pratique à la fin, où on peut tout à fait voir la vie en rose. Travail numéro 1, travail numéro 2, renforcer sa confiance en soi, projeter un avenir radieux, aimer son corps, etc. Il y a comme ça 12 semaines où on peut travailler et l'intérêt, c'est je pense, de s'y mettre. Oui, de toute façon, rien n'arrive tout cuit quand même si il peut y avoir de la magie, il peut y avoir de la féerie. C'est bien aussi, c'est là qu'on retrouve les deux facettes de Mary Poppins. Magie et discipline. De temps en temps, c'est bien aussi d'arriver à empoigner sa destinée, de ne pas attendre que les choses arrivent, de pas être passif dans son parcours et de se dire maintenant, je vais me donner les moyens d'aller
d'aller chercher mes rêves, d'être pas comme Don Quichotte, mais d'être vraiment comme un chevalier qui monte sur sa selle et qui se dit, moi, j'ai une quête et je veux mener ma quête à bien, et de se donner les moyens de le faire, c'est très important. Et c'est un peu ce que ce livre aide à faire. C'est-à-dire se donner la possibilité de réussir sa vie. Ah oui, absolument. Sans se dire, bon, c'est foutu, je suis trop vieille, je suis trop grosse, je suis trop conne. Voilà, c'est ça. C'est pas pour moi. Oui, surtout ne jamais de toute façon, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard et il n'y a jamais d'autre limite que celle qu'on se met soi-même. Et c'est important de comprendre ça. On a l'impression que ce sont des phrases toutes faites, un peu galvaudées. Mais finalement, tout est là. Tout est possible. Tout est toujours possible et il n'est jamais trop tard et on a toujours les moyens de réaccomplir l'impossible en permanence. Et surtout le temps qu'on va se donner à soi pour effectuer ces travaux qui sont assez ludiques, Ludique, il y en a certains où il faut se mettre en avant, il faut un peu bouger quand même, il faut un peu sortir, comme vous dites, de sa zone de confort. Mais sinon, c'est pas des travaux extraordinaires. Bah, c'était pas le but non plus. Le but, c'est pas ni de se faire du mal, ni que ce soit ingérable, ni que ça devienne pas réalisable. C'est vraiment une première approche et il faut vraiment que justement ça reste dans ce côté ludique, mais tout en ayant véritablement de l'efficacité. Il faut qu'à l'issue du cahier pratique, quand les lecteurs l'auront fait, qu'ils se disent vraiment ça a apporté un changement dans ma vie. Il y a eu un avant et un après. Ça m'a vraiment permis de comprendre certaines choses, de me donner les moyens de mieux m'accomplir, de mieux poursuivre mes rêves, d'être vraiment en pleine possession de mes ressources les plus intimes et les plus profondes. Alors, pour les hommes, vous avez des réactions d'hommes? Oui. C'est vrai qu'au départ, on pourrait se dire que c'est un livre qui s'adresse plutôt aux femmes, parce que c'est l'héroïne quand même. C'est une princesse. Oui, c'est ça, c'est une princesse. C'est exactement une princesse. Absolument. Mais j'ai eu des réactions d'hommes qui m'ont dit que effectivement, ça leur avait donné le sourire. Ils voient peut-être les femmes autrement. C'est ça, exactement. Et ça leur permettait de mieux comprendre leurs copines ou leurs femmes ou leurs sœurs, enfin de mieux comprendre les femmes qu'ils avaient autour d'eux et d'avoir aussi envie de les gâter. J'ai eu quelqu'un qui m'a dit ça, qui m'a dit mais une fois que j'ai eu envie justement de traiter ma copine comme une princesse, que je me suis dit qu'en fait toutes les femmes sont des princesses et c'est pas du tout péjoratif pour moi. Ça veut pas dire, pour moi être une princesse c'est pas du tout ni cucu ni gnangnan. Au contraire, c'est quelque chose de très noble. Oui, puis comme ça, il devient un prince charmant aussi. Le fait de la monter et puis après, ça devient le roi et la reine. C'est peu qu'ils aient des enfants, donc c'est quand même bien. Voilà, d'avoir une princesse. Absolument. Et puis une princesse devient, comme vous dites, une reine. Et une reine, c'est quelqu'un qui a des responsabilités, qui doit gérer son royaume, qui doit assumer, qui a à sa charge. Bon, effectivement, ses enfants, mais aussi ses sujets. Donc c'est quelqu'un d'important. C'est quelqu'un qui doit savoir mener sa vie et qui doit savoir mener la vie de son royaume. Et qui fait tout plein de petits princes et princesses. Aussi. Alors revenons justement sur ces enfants, sur l'Union pour l'enfance. Oui. Reparlez-nous un peu de cette Union pour l'enfance. Comment vous l'avez découverte C'est un éditeur qui m'a mise en contact avec l'association parce que justement en 2015, oui c'est ça, il y a 3 ans, ils cherchaient un auteur puisqu'ils avaient donc ce grand projet à destination du grand public. Ils avaient ce grand projet éditorial qui consistait en la création d'une saga qui permette de vraiment expliciter toutes leurs actions au quotidien. Et ils cherchaient un auteur. Donc cet éditeur nous a mis en contact, l'association et moi. Ils ont lu un petit peu ce que je faisais. Ils avaient lu mon recueil de nouvelles extrasystole. Ils ont trouvé que ma plume pouvait s'appliquer à leur projet. Et on a commencé à travailler ensemble. Le premier tome est paru en 2015 et puis le tome 2 est paru en 2016. Et là, au mois de novembre 2017, il y a eu le tome 3 qui est paru, qui était un tome très important parce que pour les besoins de cette saga, j'avais créé 4 personnages d'enfants placés, 4 personnages très différents les uns des autres, que j'ai voulu proches de la vérité. Donc je m'étais beaucoup renseignée auprès de professionnels, auprès de familles d'accueil, auprès d'enfants placés aussi. Et donc j'avais créé 4 personnages avec des profils très marqués, très différents les uns des autres, mais qui soient vraiment en concordance avec la réalité du terrain. Et dans le tome 3, autant dans les précédents tomes, on avait essayé de faire quelque chose qui reste un petit peu léger, optimiste, porteur d'espoir, parce qu'on est quand même sur des thématiques lourdes, la maltraitance au sein d'une famille, le placement d'enfants, les foyers d'accueil, les difficultés à s'adapter à une famille, tout ça c'est des sujets assez lourds. Donc pour les 2 premiers tomes, on était dans quelque chose de plus
rose, si j'ose dire. Et là, pour le tome 3, je me suis appliquée à vraiment faire morfler mes personnages. Alors, ça se passe comment? Ce sont des livres, des petits livrets? Ce sont des livres. Ce sont des livres absolument qui sont... Des livres avec des images? Non, pas du tout. Des livres à lire. Des livres qui sont donc scindés en deux parties, la partie institutionnelle et la partie fictive. La partie fictive dont je m'occupe et la partie institutionnelle qui est écrite par Amandine Lagarde, qui travaille pour l'Union pour l'enfance. D'accord. Et donc, ça s'adresse aux enfants et aux enseignants? Ça s'adresse évidemment principalement à tous les gens qui sont touchés par le placement d'enfants, mais ça s'adresse aussi au grand public, de manière à ce qu'ils puissent comprendre ce que c'est que la réalité d'un placement d'enfants. Et est-ce que c'est l'Union pour l'enfance qui les édite? Absolument. On les retrouve sur leur site? Sur leur site et sur Amazon. D'accord. Donc, et les titres de ces livres? Ça s'appelle Les Anges Gardés, c'est le titre de la saga, c'est Les Anges Gardés. Et pour chacun des tomes, on s'est appliqué à une des thématiques qui sont chères à l'Union pour l'enfance. Il y a par exemple l'attachement ou l'accueil en famille d'accueil ou l'accompagnement psychoéducatif. Ça, c'est le dernier tome qu'on a fait. C'était l'accompagnement psychoéducatif. Donc, chacun de ces tomes s'appuie sur un des sujets principaux traités par l'Union pour l'enfance. Les Anges Gardés, DES. Oui, DES. Eh ben, c'est très joli. Alors, vous en êtes où maintenant de votre écriture? Je pense que vous avez eu du travail avec le quatrième tome des Anges Gardés. Absolument. Et alors, vous êtes sur un dernier roman, là, pour l'instant? Voilà. Là, j'ai beaucoup de travail dans les mois qui viennent, puisque donc, on va finaliser le tarot de la nuit dont on a parlé tout à l'heure. Je vais bientôt m'attaquer à la rédaction du tome 4 des Anges Gardés. Je suis en train de préparer aussi un 3e tarot avec le Scarabéo. Et surtout, je suis en finalisation, en fin de parcours d'écriture de mon 2e roman, qui est à paraître aux éditions Erol au mois de juin. Alors, c'est de nouveau un roman de développement personnel, mais il est très différent des 12 travaux d'Emeraude Kelly. Il est moins rose. Il a quelque chose de beaucoup plus sombre. Et c'est de nouveau un roman. Et là, je suis au 14e chapitre sur 17. Donc, j'arrive à la fin du parcours. Carole Anne Eskenazi a supposé que moi, j'ai fait les 12 travaux d'Emeraude Kelly et que je lise votre roman qui peut paraître en juin ou juillet. Celui de juin, oui. Est-ce que j'aurais intérêt à me plonger dans des choses un peu moins roses? Avant de lire mon roman? Non, c'est-à-dire si j'ai fait les 12 travaux d'Emeraude Kelly maintenant. Après, est-ce que je serais intérêt à lire le deuxième? Voilà, je veux dire, je serais dans une énergie complètement d'ouverture. Est-ce que j'ai intérêt à me replonger dans quelque chose de plus glauque? Il est pas tellement, disons que c'est au début que c'est un petit peu difficile parce qu'on a une héroïne qui est plus âgée qu'Emeraude, puisque là, j'aurais une héroïne de 40 ans. Et cette héroïne de 40 ans, tout d'un coup, elle traverse une très grosse crise de la quarantaine qui n'est pas de son fait, c'est pas elle qui s'est remise en question, c'est juste qu'il lui arrive toutes sortes de chamboulements, c'est vraiment la terre s'écroule sous ses pieds. Et il faut qu'elle se reconstruise complètement à 40 ans. C'est dans ce sens qu'on est dans quelque chose d'un peu plus sombre que chez Emeraude Kelly. Donc, c'est pas glauque, c'est pas déprimant. C'est plus pour des femmes de 40 ans. C'est un peu plus pour des femmes de 40 ans, mais c'est quand même toujours porteur d'espoir et je prodigue aussi des outils, mais des outils qui sont peut-être un tout petit peu moins tournés vers l'imaginaire. Bon, les 12 travaux d'Emeraude Kelly qui voulait changer sa vie, c'est plus pour des trentenaires, 25-30 ans, enfin des plus jeunes. Oui. Ça s'adresse à un lectorat plus jeune. Oui, certainement à des jeunes femmes qui sont encore en construction de leur vie, de leur destinée. Mais qui peut s'adresser à l'ensemble aussi, 40, 50, 60, voilà, c'est 70, ça. Ça s'adresse à toute personne qui a envie de reprendre sa vie en main et de la colorer aux couleurs de ses rêves. Ok. Donc, le 2e roman sortira en juin avec un 3e tarot. Avec un 3e tarot qui, lui, viendra en 2019. Et qui sera sur quel thème, vous savez pas encore? Qui sera sans doute de nouveau sur les chats. Mais je ne vous en dirai pas plus. Les chattes, peut-être, parce qu'on parle beaucoup des chats, mais on parle rarement des chattes. Oui. On parle toujours des chats, comme s'ils étaient tous masculins. Disons qu'elles sont comprises dans l'appellation générique. Ouais, mais c'est pas le même caractère du tout, hein. Non, c'est vrai. Elles sont vraiment différentes, enfin, ça n'a rien à voir. Donc, on les oublie un peu. Moi, c'est pour ça que je dis que ça serait bien que de temps en temps, on les nomme. Et donc, vous avez beaucoup de choses à faire. Mm-hmm. Oui, beaucoup de travail, mais j'adore ça. Et la question que je voulais vous poser, il y a 10 ans, est-ce que ce que vous voyiez à l'époque de vous l'avez atteint? Oui. Vous l'avez dépassé?
Dépassé pas encore, mais oui, je l'ai atteint parce qu'il y a 10 ans, je rêvais au grand amour et aujourd'hui, je l'ai trouvé et il est encore plus beau parce qu'encore plus réel que dans mes rêves. J'avais une vision sans doute très très sucrée et du coup tellement sucrée que elle s'édulcorait un petit peu. Et en fait, dans l'amour que j'ai trouvé dans le réel me satisfait au-delà de ce que mes rêves avaient imaginé. Et puis je fais un métier qui me comble à tous les niveaux. J'aime chaque étape de mon métier, chaque phase de mon métier, l'écriture, et puis ensuite la correction, et puis ensuite la rencontre avec les lecteurs, la création, tout ça, ça me comble. Je suis une femme heureuse, je fais ce que j'aime tous les jours. Donc oui, ma vie, je pense que si je pouvais revenir 10 ans en arrière et expliquer à la fille que j'étais il y a 10 ans ce qu'est ma vie aujourd'hui, elle ferait des cabrioles arrière de joie. Il y a des très beaux passages sur la façon dont on voit l'amour, quand elle demande à ses parents comment ça se fait qu'ils sont encore ensemble, quel mystère ils ont et quelles sont leurs clés ou pour savoir pourquoi ils sont toujours ensemble. Et il y a de très très beaux passages. Et puis c'est un conte de fées, donc il y a des histoires de châteaux, donc oui. Un conte de fées moderne, mais avec quelques éléments traditionnels du conte de fées. D'accord. Donc, on peut vous retrouver aussi peut-être sur... On peut me retrouver sur mon blog, lesmondesdecaroline.com. Et lesmondesdecaroline.com, tout attaché en minuscule. Caroline. Oui. C-A-R-O-L-A-N-E. C-A-R-O-L-E-A-2-N-E.com. Caroline. Non, Caroline. Ouais. Et puis, on peut aussi me suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur Wattpad et sur YouTube. Et sur tous ces réseaux sociaux, on tape Les Mondes de Caroline. Alors, parce qu'elle s'appelle Carole Anne. Donc, c'est Les Mondes de Carole Anne.com. Voilà. Parce que voilà, je pensais que c'était Caroline en anglais ou Caroline. Donc non. C'est caroleanne.com. Voilà. Ça, c'est un blog où les gens peuvent discuter ensemble. C'est un blog sur lequel ils peuvent lire mes articles, ils peuvent voir mes vidéos, ils peuvent évidemment commenter et puis discuter avec moi. Absolument. Et puis le deuxième que vous donniez? Et puis je suis sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur Wattpad. Et sur tous ces supports, il suffit de taper Les Mondes de Caroline et on me trouve. Merci beaucoup. Donc les 12 travaux d'émeraude de Kelly, qui voulait changer sa vie, de Carole Anne Eskenazi, sont publiés aux éditions Erol. Vous avez une phrase pour terminer l'émission, peut-être la citation de Shakespeare ou de Oscar Wilde? Moi, j'ai simplement envie de dire à tous ceux qui m'écoutent que rien n'est impossible et qu'il faut toujours, toujours, toujours aller à la conquête de ses rêves. Eh ben, c'est une belle phrase pour terminer. Merci beaucoup à vous, Caroline. Merci à vous. Caroline Anne. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu... Sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives.